Et bonjour à la Filbo et bonjour Aurélia Cervoni. C'est un vrai Bonjour. plaisir de partager cet espace avec vous autour des Baudelaire. Bon, vous êtes chercheuse à l'Université Paris-Sorbonne et vous Oui, avez coédité L'Esprit de Paris chez Flammarion et vous co-dirigez aussi la première édition numérique de la correspondance des Baudelaire et en tant que responsable du groupe Baudelaire et secrétaire des rédactions de l'importante revue et l'année Baudelaire, vous êtes très engagé dans les manifestations scientifiques qui auront lieu cette année et à l'occasion du bicentenaire de la naissance du poète. Et racontez-nous un peu plus sur cette manifestation scientifique, sur ces projets de numérisation, de sa correspondance, sur la nouvelle édition et de ces œuvres complètes sur la Pléiade. oui, alors effectivement, on prévoit plusieurs manifestations à Paris pour fêter le bicentenaire de Baudelaire. Je rappelle que Baudelaire est né le 9 avril 1821. Il est né rue Hautefeuille, rive gauche, dont la rue a été détruite pendant les travaux du baron Haussmann. Alors cette année, effectivement, nous avons un certain nombre de manifestations pour essayer de fêter ça, malgré la pandémie. Nous aurons quelques colloques à l'automne, notamment un colloque à Paris, Baudelaire et les traditions poétiques, un colloque qui aura lieu les 18 et 20 novembre. On aura un colloque à Rome sur Baudelaire et l'image, Baudelaire et la passion de l'image. Baudelaire disait l'image, ma primitive passion. Donc à Rome, début décembre, les 9 et 10 décembre. On fait aussi un colloque à Lille sur Baudelaire, critique d'art, Baudelaire et la beauté du lait. Voilà, ça s'appelle Baudelaire, la beauté du bizarre. Juan, vous serez avec nous justement, on aura le plaisir de vous accueillir. Ce sera les 14 et 15 décembre. Alors, parmi les manifestations de l'automne, il faut évoquer la belle exposition qui va s'ouvrir à la Bibliothèque nationale de France sur le site Tolbiac, donc à Paris. Elle s'ouvre donc le 3 novembre. Baudelaire, la modernité mélancolique. On pourra y voir des manuscrits de Baudelaire, des documents d'époque, des jeux d'épreuves corrigés par le poète. On pourra y voir aussi des tirages photographiques originaux de portraits de Baudelaire par Carja, par Dada. Voilà. Et puis alors effectivement, comme vous l'avez dit, il y a un grand chantier éditorial. Là, c'est la nouvelle édition des œuvres complètes de Baudelaire dans la bibliothèque de la Pléiade. Donc elle est dirigée par mes collègues André Guyot, qui est professeur émérite à la Sorbonne, Et à et laquelle Andreas vous allez King. participer aussi. Oui, j'ai l'honneur d'éditer le Spleen de Paris pour cette édition et une partie de la critique littéraire de Baudelaire. Voilà. Et donc, cette édition sortira en 2023. Elle montrera les deux recueils, elle donnera le texte des deux recueils des Fleurs du Mal, le recueil de 1857 et le recueil de 1861. Donc, le recueil de 1857 a été condamné. Ça c'est une différence par rapport à Tout l'édition de à l'ancienne fait, édition de la Pléiade. Parce que vous allez tout à avoir les deux éditions fait. des Fleurs du Mal. Ouais. Absolument. L'actuelle édition de la Pléiade ne donne le texte que le texte de l'édition de 1861, qui est celui que donnent la plupart des éditeurs. Donc c'est habituel. Et là, on va rompre un peu avec cette tradition. On va voir qu'il existe en fait deux recueils des Fleurs du Mal. Donc ce sera, je crois, un moment important pour la recherche baudelairienne. Voilà. Et puis, comme vous l'avez rappelé, j'ai le plaisir de co-diriger l'édition, la première édition numérique de la correspondance de Baudelaire. Voilà, on va ouvrir le site en septembre. Ça nous permettra de faire des recherches plein texte dans le corpus de la correspondance, parce qu'on ne dispose pas d'un tel outil actuellement. Ce sera ouvert aux chercheurs, ce sera ouvert aussi au grand public. Voilà, j'espère que nous aurons de nombreuses visites sur le site. Ouais, nous serons là, bien sûr.
bien évidemment. Bon, avant de parler sur la vie et l'œuvre de Baudelaire, je voulais commencer cette discussion en évoquant un poème intitulé Les Rebelles, et car il me semble qu'on voit là cette tension qui a toujours tiraillé les poètes. Et Baudelaire y met en scène un ange de l'expiation, un ange furieux qui fond du ciel et saisit par les cheveux violemment un mécréant et lui dit, je cite les poèmes, et sache qu'il faut aimer sans faire la grimace les pauvres, les méchants, les tortues, les bêtés, pour que tu puisses faire à Jésus quand il passe un tapis triomphal avec ta charité. Mais les damnés répondent toujours, je ne veux pas. Il me semble, Aurélia Sarboni, que Baudelaire est à la fois cet ange et qui exhorte à aimer les méchants, les tortues, les bêtés, les pauvres, qui châtie l'orgueil. Et à la fois, en même temps, Baudelaire est aussi et c'est damné qui répond toujours « je ne veux pas ». Oui, effectivement, mais il y a dans le Rebelle l'image du poète réfractaire, du poète incompris du public. Il y a même une misanthropie affichée, une marginalité recherchée, cultivée même. Et en même temps, Baudelaire ne se départit pas d'une certaine humanité. Il est attentif aux autres. Il est soucieux des personnes qu'il peut croiser dans la rue, des personnes du quotidien, mais on le verra effectivement lorsqu'il compose, quand on parlera des tableaux parisiens, voilà, de tous les poèmes qu'il compose après la condamnation des Fleurs du Mal de 1857. On verra que son regard poétique change en quelque sorte sur la ville, sur ses habitants, et il développe effectivement une Tout à fait, poétique. tout à fait. C'est une image qu'on oublie souvent et on pense toujours à Baudelaire comme ces poètes maudits et comme ces dandys provocateurs. On oublie. Et Oui, il y a cette image effectivement d'un Baudelaire repoussoir à la fin du 19e ouais, siècle, choquant, mystificateur, irritant. provocateur, recherchant, provoquant le bourgeois, effectivement. Donc il y a toutes sortes d'images d'Épinal attachées à Baudelaire, mais il y a aussi un autre Baudelaire profondément, je n'ose pas dire philanthrope, mais en tout cas Oh, très attentif, ça très serait, humain. ça serait Très... terrible. Oui, non, non, non. Très loin du philanthrope, ouais. Mais oui, empathique, disons, ouais. Empathie, Empathique, empathie, ouais. c'est Et un mot qui lui compassionné. convient tout à fait. Ouais. Ouais. Bon, parlons, et Aurélia Sarboni, un peu de son enfance. Et Baudelaire est le 12e fils d'un ancien peintre défloqué, devenu peintre et fonctionnaire du Sénat, aussi qui va se marier en secondes noces avec Caroline Dufayce, une aristocrate Tout des à Argentés, fait. beaucoup plus jeune que lui, non? Oui, tout à fait. Ben, sa mère est très jeune, son père a plus de 60 ans, et puis il mène avec une existence paisible. Et puis le drame, c'est en février 1827, quand son père meurt, son père peintre, son père avec qui on ne sait pas exactement quelles étaient les relations de Baudelaire avec son père. En tout cas, la perte du père est un drame en quelque sorte dans sa vie. Il se retrouve orphelin de père, il n'a pas encore 7 ans. Et puis sa mère se remarie assez vite l'année suivante avec un militaire, Jacques Opic. Alors les relations entre Baudelaire et son beau-père ne sont au début pas trop, pas trop Il n'a dégradées. pas aimé ses mariages, pas du tout, non? Non, non, non. Disons qu'assez vite, adolescent, il se rebelle contre son beau-père et les relations se dégradent de plus en plus. Alors, Baudelaire fait des études classiques au Collège Royal de Lyon d'abord, puis au lycée Louis le Grand à Paris.
Il est un bon latiniste. Mais il s'inscrit à la fac de droit en novembre 1839. C'est ce que souhaite sa famille, ce que souhaite sa mère, son beau-père. Mais évidemment, il ne leur donnera pas satisfaction. Il goûte très vite aux libertés de la vie étudiante. Il a autour de lui un groupe Ouais, d'amis. ouais, C'est à ce moment-là qu'il fréquente la bohème littéraire, les ouais. filles. S'attache à une jeune prostituée, Sarah, qui est surnommée la Louchette. La Et Luchette. donc, voilà, parce qu'elle avait sans doute un strabisme. Et donc, pour couper Baudelaire de ce milieu, son beau-père décide, un grand fracas, de l'éloigner de Paris, de lui faire faire un grand voyage vers les Indes, Ouais, dans vers l'espoir Calcutta précisément. que ces rudes épreuves va les ramener à la raison. Et sa famille était très préoccupée par Tout ces à fait. comportements scandaleux, par ces vies dissolues et désordonnées à laquelle se livrait Baudelaire, comme les fait en effet aussi ses camarades de la Bohème. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces voyages? Est-ce que c'était important pour Baudelaire? Alors, Baudelaire, alors, il s'embarque à Bordeaux le 9 juin 41 à bord d'un navire qui est le paquebot des mers du Sud. Et donc, pendant de longues journées de navigation, le bateau longe les côtes africaines. Baudelaire les a sans doute aperçus. Et puis, le voyage ne se passe pas comme prévu. En septembre 1841, donc après 2 mois, 2, 3 mois de navigation, une tempête Il a eu une oblige le tempête. navire. Ah, il y a une énorme, oui, il y a une tempête, une sorte de typhon qui endommage le navire. Baudelaire s'est certainement retrouvé en mauvaise posture avec tous les marins qui étaient à bord. Et donc, le navire fait escale à l'île Maurice. Et à ce moment-là, Baudelaire décide de ne pas poursuivre son voyage vers Calcutta. Ouais. Et Il après, reste, il oui, séjourne ouais, ouais. 15 jours à Maurice, puis il se rend à Bourbon, l'actuelle île de la Réunion. Et il y reste 1 mois avant de reprendre un autre bateau pour la France. Voilà. Pour la France. Et il est de retour, si je m'en souviens bien, et 9 mois après de cet Euh, voyage. il Et revient ouais, oui, en février 42. Il est de retour à Paris, c'est enfin en ça. C'est France. ça. Voilà. Et malgré tous les rappels à l'ordre de sa famille, Baudelaire continue avec ses vies extravagantes et à la différence que et à cette époque, à son retour, il dispose déjà de l'héritage de son père. Et c'est avec cet argent qu'il va louer un appartement et décorer, lui un appartement à l'hôtel Pimodan, là où c'est né les célèbres réunions des Hachichians dont nous a parlé Théophile Gautier. Tout à fait. Tout à fait. Alors, bon, voilà, il faut rappeler donc le 9 juin 42, c'est une date importante dans la vie de Baudelaire. Et il fête son 21e anniversaire. Il est donc majeur. Hein. Et là, il hérite de la fortune de son père. 100 000 francs or, ce qui est considérable. Et là, il commence à dépenser sans compter. Il achète des œuvres d'art, des meubles, il se fait couper de beaux vêtements chez les meilleurs tailleurs de Paris, fréquente les cafés, les restaurants, voilà. En un an, il dépense près de la moitié de la fortune que lui a léguée son père. Et sa famille est très effrayée, elle décide que la somme restante sera administrée par un conseil judiciaire. Voilà. Et donc, un tribunal désigne Maître Ancel, qui est notaire à Neuilly, pour gérer ce qui reste de la fortune de Baudelaire. C'est donc une humiliation pour le poète. Ouais, Alors, ça il humilia toute sa vie. tout Déjà. à fait, ça le poursuit. Il fera même une tentative de suicide en juin 45. Il est désespéré. Il est aussi accablé de dettes à ce moment-là. Et voilà, donc il écrit à Maître Ancel, je me tue parce que je ne puis plus vivre, parce que la fatigue de m'endormir et la fatigue de me réveiller me sont insupportables. Voilà, c'est ce qu'il écrit à ce moment-là, en juin 45. Cela dit, cette période qui est quand même marquée par le conseil judiciaire, elle est aussi très féconde, voilà, d'un point de vue Ouais, artistique. Et ouais. comme vous l'avez dit, Baudelaire emménage à l'hôtel Pimodan, qui est à la fin de 1843, hein, qui est un endroit
très pittoresques. Les salons du premier étage sont peints dans le style grotesque, avec des chimères, des motifs floraux. C'est dans ces salons que Baudelaire va faire l'expérience du hashish, de ses extases, qu'il raconte plus tard dans les paradis artificiels. Il y a effectivement un conte de Théophile Gautier, le Club des Hachichins, qui raconte comment se déroulent les séances de dégustation de la confiture verte. La confiture verte, c'est l'extrait gras du hashish. Voilà. Et Gautier décrit dans un style très imagé les hallucinations, rempli de personnages fantasmagoriques, de situations absurdes, de délires comiques. Voilà, donc Baudelaire a fait l'expérience de tout ça. Et puis, alors, il faut dire aussi que pendant cette période, il noue une liaison avec Jeanne Duval, une beauté métisse. Voilà, Qui vivait à côté, en fait, non? À côté de l'hôtel Pimodin, pas loin, à la île Saint-Louis. Oui, il est sur l'île Saint-Louis, donc il habite l'hôtel Pimodin. Un peu avant, il habite Quai de Béthune, 10 Quai de Béthune, toujours sur l'île Saint-Louis, sur laquelle il se plaît beaucoup. Puis sa vocation de poète, d'écrivain, malgré toutes ces mésaventures, elle s'affirme aussi à ce moment-là. Tout à fait. Et c'est dans ces années aussi, et quand il s'est livré à toutes sortes d'excentricités pour marquer sa dissidence, qui naît cette légende du dandy provocateur et qui se prolongera jusqu'à nos jours. Non? Oui, tout à fait. Oui. Il publie un certain nombre de textes humoristiques, sarcastiques, dans des journaux, des petits journaux satiriques, Le Corsaire Satan, par exemple. Il publie des textes qui s'intitulent Maxime consolant sur l'amour, Comment on paie ses dettes quand on a du génie. Voilà. Ouais, des textes burlesques que Baudelaire est signé sur son nom des plumes de l'époque, Baudelaire Dufayce, et d'autres textes plutôt anonymes qu'il rédigeait avec ses camarades de la petite presse, de la Bohème, comme Théodore et Bainville, et Vavasseur, tous ces. Ouais. Il ne signait pas Baudelaire à cette époque-là, c'était Baudelaire Dufayce, c'était ces textes anonymes. Ouais. C'est l'époque de ses premières publications. Oui, il publie aussi sous le pseudonyme de Privat d'Anglemont, qui est un de ses amis. Alors, il publie des sonnets dans l'Artiste, voilà. Et il publie sous son pseudonyme, enfin sous son nom de plume, Baudelaire Dufayce, les premiers salons de peinture et de sculpture, les salons de 1845 et 1846, où il parle déjà de Delacroix, qu'il a des affinités profondes, voilà. Ouais, Il découvre Edgar Poe aussi à ce moment-là. Ouais, c'est aussi cette époque, car il était, et je ne sais pas si notre public le sait, mais Baudelaire, il était aussi critique d'art et en des plus lucides, des plus lumineux de son époque. Ouais. Oui, tout à fait, effectivement. Les textes qu'il nous a laissés sur l'art, alors des textes plus tardifs, comme le Salon de 1859, ou Le peintre de la vie moderne, qui contiennent des théories sur l'imagination poétique, sont effectivement des textes fondateurs pour comprendre, pour l'histoire de l'art, pour comprendre aussi la poésie. La poésie urbaine telle que la Sa Baudelaire. poétique et la notion de modernité aussi, ce sont des textes fondamentaux, ouais. Tout à fait. Et parlons un peu, Aurélia Cervoni, de ses convictions et poétiques des jeunesses. Baudelaire va participer à cette insurrection ouvrière de 1848 qui va marquer la fin de la monarchie de Juillet et la proclamation de la 12e République. Oui, alors c'est un épisode un peu curieux sur lequel on a des informations, mais en même temps, il y a aussi des zones d'ombre assez importantes. Donc, il faut être prudent quand on parle de ce sujet. Alors, effectivement, lorsque la révolution de 1848 éclate en février, d'abord, les premières émeutes, Baudelaire s'enthousiasme pour le mouvement ouvrier. Il y a des témoignages qui disent qu'il a tenu un rôle actif sur les barricades. Un de ses amis, qui s'appelle Jules Buisson,
rapporte qu'il a croisé Baudelaire le soir du 24 février, un fusil à la main, et criant « Il faut aller fusiller le général Opic ». Le général Opic, c'est son beau-père, qui est alors commandant de l'école Pardon, petite polytechnique. parenthèse, pour mettre un peu les contextes, oui, et de cette phrase, et le général Opic, à cette époque-là, a été nommé à la tête de l'école polytechnique. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc, c'est quand même très personnel. Hein. C'est pas vraiment un cri de guerre pour la cause ouvrière. Hein. C'est quand même plutôt, on est plutôt dans la vengeance familiale. Voilà. En tout cas, donc il faut prendre ce témoignage avec beaucoup de prudence. Ce qui est sûr, c'est que Baudelaire a collaboré activement à la presse révolutionnaire. Donc les 27 février et 1er 2 mars, il a publié un journal Les saluts avec publics. Champfleury. Voilà, le Salut public avec Champfleury et Charles Toubin. Et le Salut public proclame sur sa première page une foi absolue dans la République et dans le peuple. Hein, je cite, c'est un journal qui fait l'éloge du travail, du savoir-faire des ouvriers, des produits de l'intelligence. Voilà, alors Baudelaire collabore ensuite, au moins en avril-mai, à un autre journal, un journal d'inspiration socialiste, La Tribune nationale. Et puis, un peu plus tard, au mois d'octobre, il aurait assuré la fonction de rédacteur en chef d'un journal de Châteauroux, le représentant de l'Indre. Mais son passage est bref, parce qu'il aurait choqué les abonnés du représentant de l'Indre par la radicalité de son discours révolutionnaire. Il aurait fait l'éloge de Marat et de Robespierre, voilà, ce qui ne plaisait pas au public, au lecteur du représentant de l'Indre. Voilà. Très conservateur, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, républicain, mais pas révolutionnaire quand même, hein, ce public. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, cet épisode d'enthousiasme, il semble prendre fin avec le coup d'État du 2 décembre 1851. Hein, c'est le moment où Napoléon III prend le pouvoir et met fin à la Deuxième République. Et donc, c'est une désillusion, je crois, pour Baudelaire. Hein. Il dit dans une lettre qu'il est physiquement dépolitiqué. Et il se détourne effectivement de la vie politique. Hein. Mais il reste quand même, me semble-t-il, un reliquat de cette inspiration sociale dans certains poèmes des Fleurs du Mal. Je pense par exemple au vin des chiffonniers. Voilà. Oui, ces gens harcelés de chagrin de ménage, moulus par le travail et tourmentés par l'âge, éreintés et pliant sous un tas de débris. Il y a une compassion, une empathie, comme on disait tout à l'heure. C'est son article sur Pierre Dupont, les chansonniers socialistes, et où il parle aussi de ces multitudes, comme l'expression qu'il utilise, j'oubliais, maladif, ces multitudes maladifs. Maladif, voilà. Ouais, ouais. Il y a une pitié, effectivement, de Baudelaire pour la condition ouvrière. Et même s'il a ce qui dit... ressort de... Oui, pardon. Je vous ai coupé. Donc, oui, c'est ce qui ressort de ces textes. Voilà, je disais qu'il y a une pitié de Baudelaire pour la condition ouvrière, pour le petit peuple de Paris. Les chiffonniers, vous savez, ce sont ces gens qui ramassent avec un crochet toutes sortes de détritus dans le ruisseau de Paris. Et donc, Baudelaire les observe très attentivement. Ouais. Ouais. Et même s'il a dit que c'est les coups d'État de 1851 l'avaient physiquement dépolitiqué, c'est ça qu'il dit, l'expression qu'il utilise, comme vous savez Tout dit à tout à l'heure. fait, oui, Même c'est la formule qu'il utilise. ça, je pense que Baudelaire n'a pas oublié que ces régimes totalitaires du Second Empire s'est instauré sur une répression sanglante. Des milliers d'insurgés ont été tués dans la rue de la capitale. Moi, je pense que Baudelaire n'a jamais oublié ça. De la même façon qu'il n'a pas oublié non plus et tous ces drames, les drames de tous ces hommes, de toutes ces femmes et qui ont été condamnés à la plus pitoyable misère. C'est même qui seront expulsés de ces domiciles. On peut le penser, oui.
Mm. Oui, Ouais, tout à fait, on peut le penser, même s'il n'y a pas de traces directes hein, dans son œuvre. On peut penser qu'il a été profondément troublé par cette répression, par les persécutions qui ont pu s'en suivre à l'égard des républicains. Donc, on pense aussi voilà, qu'il se détourne de la vie politique pour cette raison. ouais. Oublié en quelque sorte, hein, je crois, on peut Moi, le je ne les formuler vois comme ça. dans ce monde des pauvres. Moi, je pense que ces traces sont là, surtout là, dans ces poèmes. Et dans ces médians qui va s'élever. Et je pense que quand les narrateurs, c'est vraiment drôle, et il se balance sur ces mendiants, etc. Bon, il va les donner des coups de poing, des coups de pied, etc. Et là, il se pose plusieurs questions, mais moi, je pense que Baudelaire, il savait que ces mendiants allaient s'élever, parce qu'il avait vu s'élever en 1848. Oui, tout à fait. Il pensait peut-être effectivement qu'il y avait une utopie qui était en marche. C'est pas impossible, hein, d'où son attention effectivement pour les foules parisiennes. Ouais. Donc, bon, pour revenir cette époque du coup d'État, et qu'est-ce qui fait la différence entre Baudelaire et d'autres poètes? Et parce qu'il a eu cette déception politique des journées révolutionnaires va marquer la poésie à cette époque-là. Et qu'est-ce qui fait la différence entre la position dans Baudelaire, par exemple, et la position d'un Théophile Gautier? Vous, Aurélia Servoni, vous êtes spécialiste en Théophile Gautier aussi. Alors, Théophile Gautier, bon, vous savez, vous connaissez le vers des mots écamés hein, et l'émeute frappant à ma vitre fermée. Gautier, je crois, Ouais, rejette c'est là qu'il dit que l'inspiration politique. c'est là qu'il dit qu'il a écrit et mots éclamés en regardant Tout l'insurrection à de fait, en Saint-Denis. 52, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais Gautier, depuis l'origine, depuis 1830, il a des positions apolitiques. Il la rejette. Il le dit d'ailleurs dans la préface d'Albertus, son premier recueil de 1833. Il dit tout de suite que l'art n'est pas fait pour la politique. Hein, on est tout de suite dans le contexte de la Révolution de 1830. Et déjà, Gautier se détourne hein, de cette inspiration de poésie engagée. Chez Baudelaire, je dirais qu'il y a quand même une hésitation, je crois. Je crois qu'il a quand même il y a un souffle épique dans la poésie de Baudelaire, hein. Quelque chose d'un peu guerrier. On le retrouve dans certains poèmes des Fleurs du Mal. Certains, on en parlera peut-être tout à l'heure, certains poèmes prométhéens. Il y a une section révolte dans les Fleurs du Mal. Donc, c'est la révolte satanique, c'est la révolte prométhéenne. Et on peut y voir une allusion au contexte sociopolitique des années 1850. Hein, voilà, puisque donc, Baudelaire commence à composer les Fleurs du Mal véritablement à la fin des années 1840-1850. Donc, ça compte beaucoup dans la genèse du recueil, ce contexte révolutionnaire. Ouais, et c'est aussi que Baudelaire, à cette époque-là, je pense, il ne tournait pas les dos aux pressants et comme les pères nations, et il décide plutôt d'arracher, comme il dit lui-même, d'arracher à la vie moderne son côté épique. Et donc, il est plein là-dedans, dans la réalité, dans ce qui se passe. Et c'est pas comme, peut-être, je sais pas, si j'exagère, mais moi, je ne voulais pas si je dis que oui, lui, peut-être dans cette position apolitique de Théophile Gautier, et il s'est tourné plutôt vers les passés, non? Oui, disons Gautier, effectivement, c'est pas c'est pas la même mouvance, c'est pas le même regard sur la poésie. Et chez Baudelaire, on a une autre inspiration qui émerge effectivement dans les tableaux parisiens, dans des poèmes comme Les Sept Vieillards, comme Les Petites Vieilles. On a cette attention continue à Paris,
à ses transformations aussi. Ouais. On le voit aussi, voilà, dans les poèmes du spleen de Paris, dont on va peut-être parler un Bon, peu plus tard. parlons donc un peu des fleurs du mal, de la genèse du fleur des Oui. mâles, et Aurélia Savoni. Et c'est 17 ans. 17 ans se sont écoulés à peu près entre les premiers poèmes de Baudelaire et la publication d'un volume des fleurs du mal. 17 ans. Pourquoi? Ouais, je dirais même, les tout premiers poèmes, Même plus de 17 ans peut-être, non? ouais, moi, je dirais même plus de 20 ans. Un des Mm. poèmes les plus anciens des Fleurs du Mal, à une dame créole, qui a été écrit pendant le voyage à l'île Bourbon, il paraît dans la revue L'Artiste, une belle revue d'art, en 1845. Donc on est 22 ans avant les Fleurs du Mal. Ah oui, tout à fait. Alors Beaucoup plus. Ouais. voilà, Mm. donc c'est quand même c'est un projet très ancien. Alors il faut dire tout de suite que Les Fleurs du Mal, c'est un titre qui n'apparaît que tardivement, enfin dans le parcours de Baudelaire. Hein. Oh, pardon, 1845, j'exagère, c'est pas 20 ans avant, c'est 12 ans avant. Donc voilà. Donc Baudelaire a d'abord eu le projet d'un recueil qui s'intitule Les Limbes. Et c'est sous ce titre qu'il publie en avril 1851 9 poèmes, la mort des amants, la mort C'était le des jour de son artistes. anniversaire, de son... Pas tout à fait, mais en C'était quelque sorte. Il venait d'avoir 30 ans, je crois qu'il a voulu effectivement pas avril, s'encourager. c'était le 9 avril qu'il a publié, non? Dans les messagères de l'Assemblée? Ah non, je me trompe, C'est oui. dans, Je parlais des c'est le poèmes messager de des l'Assemblée. messagères de l'Assemblée qu'il a publié quand il avait 30 ans, justement, le 9 avril. 51. Oui, oui, tout à Ah fait. Oui, oui, c'était excuse-moi, effectivement, je c'était me suis peut-être trompé et tu parlais d'autre chose, oui. C'était peut-être le 9 avril, effectivement. Et alors, donc, c'est les limbes. Alors, voilà, les limbes dans la religion catholique, c'est un lieu indéfini où séjournent les âmes des justes avant la rédemption et les enfants morts sans baptême. Et le titre, Les Fleurs du Mal, il vient plus tard. Il arrive, on le voit en 1855. Hein, le 1er juin 1955, Baudelaire publie 18 poèmes dans la revue Tête de Monde sous le titre Les Fleurs du Mal. Hein. Il y a des poèmes très célèbres dans cette série, le poème liminaire Au lecteur, le lecteur, mon semblable mon frère, il y a La vie antérieure, L'invitation au voyage, Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Voilà, donc Les Fleurs du Mal, comment interpréter ce titre? C'est un titre paradoxal, comme les aimait Baudelaire, un titre qui souligne la beauté du péché et qui le rend même séduisant d'une certaine manière. Et je crois qu'au moment du procès, les juges vont être sensibles justement à cet aspect. Alors il faut rappeler que Baudelaire est tenté par l'idée du péché originel, par l'idée que le mal est une composante de la nature humaine. Hein. On retrouve cette idée dans plusieurs sections des Fleurs du Mal, hein, dans ce qui est idéal, dans la section Fleurs du Mal. Voilà. Et c'est cette conscience du mal, oui, tout à fait, c'est cette conscience du mal, de cette défaite, et il appelle irrémédiable, irréparable de l'homme, qui va justement opposer à toutes ces doctrines altruistes et philanthropiques de son époque. Oui, tout à fait. Il y a une réaction très violente de Baudelaire contre le progrès technique, le progrès industriel et toute l'idéologie qui va avec. Voilà. Et donc, Baudelaire, au contraire, il est quand même, il est sombre. Il y a dans Les Fleurs du Mal, il y a des poèmes sans espoir, je dirais. Il est frappé par une mélancolie très noire qu'on appelle le spleen. Hein, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant, proie aux longs ennuis. Voilà le spleen. Alors le mal, c'est le mal absolu, le contraire du bien. Et puis le mal, c'est aussi
la douleur, c'est aussi la maladie. Il faut aussi le comprendre Ouais, la dans ce maladie, la sens, souffrance, hein. la mort, voilà pourquoi c'est mal Voilà, irrémédiable. tout à fait. Et voilà, et dans ce sens-là, je pense qu'il est tout à fait, je ne sais pas si bien catholique, mais pascalien, ça c'est sûr. Oui, Et il y a cet ouais, c'est ça aspect, les ouais. mâles. Et donc, et chez Baudelaire, je pense qu'il faut expliquer ça un peu à nos, à les personnes qui sont avec nous ici. Les mâles, c'est ça, comme vous dites, Aurélia et Servoni, c'est ça, c'est la souffrance, c'est la douleur, C'est c'est la la maladie, c'est souffrance, la mort, voilà. mais c'est aussi l'indolence, c'est la violence, c'est l'arrogance, c'est l'égoïsme. Voilà, c'est ça. Trouver la beauté là, c'était compliqué quand même. C'était Ben oui, difficile. c'était difficile, mais en même temps, Baudelaire était très conscient de sa démarche poétique, hein. L'un des motifs importants des Fleurs du Mal, c'est l'alchimie de la douleur. Donc voilà, c'est l'idée que la douleur, elle est féconde, elle nourrit la création artistique, et il incombe au poète de la transformer en poésie. Voilà. Donc, il théorise un peu ça, Baudelaire, tout au long de... Enfin, dans certains poèmes, en tout cas. Il y a un poème qui s'intitule « Alchimie de la douleur ». Il y a aussi un poème qui s'intitule « Le Guignon », justement, où il y a cet aspect qui revient. Les guignons, Donc, les guignons, et c'est pour les gens qui nous accompagnent, c'est la le fatalité. guignon, c'est la malchance. Oui, c'est la malchance, c'est la fatalité. Voilà, c'est déjà la figure du poète maudit avant la lettre, hein. Le poète maudit, c'est une expression de Verlaine. Baudelaire ne se concevait pas comme ça, mais enfin, il formule l'idée à Tout à plusieurs fait, reprises. tout à fait. Et Vigny, il avait parlé des races maudites. Ouais, mais il ne devait pas utiliser Oui, l'expression. tout à fait. Ben, Baudelaire avait admiré, hein, les destinées de Vigny. Il l'avait rencontré en 1800. Il le rencontrera en 1861 quand il cherchera à se présenter à l'Académie française sans succès. Mais effectivement, Vigny est une référence importante pour Baudelaire. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? Je voudrais vous parler effectivement de la section des Fleurs du Mal. Donc, à l'intérieur des Fleurs du Mal, il y a une section qui s'intitule Fleurs du Mal. Elle contient quelques poèmes sur la jalousie, la trahison. Voilà d'autres visages du mal, justement, hein. Il y a des poèmes comme La destruction, La fontaine de sang. Voilà, c'est la blessure sans fin de la trahison. Il y a aussi, on va y revenir, hein, dans cette section des poèmes érotiques comme les Lesbos, les femmes damnées, qui sont consacrées aux amours C'est bon, saphiques. ouais. Ça nous ramène à notre prochain sujet, qui c'est la condamnation. À la sortie du recueil, et Baudelaire est accusé d'outrage à la morale publique, et malgré la défense de son avocat et les articles justificatifs à sa faveur qui ont été écrits par ses amis, et Baudelaire est condamné à 300 francs d'amende, et le tribunal a supprimé 6 pièces du volume. Oui, tout à fait. Ouais, alors l'affaire du procès, on va situer, hein, on va le situer dans son contexte. Ça commence par un article malveillant du Figaro, un petit article, hein, pas grand-chose. Voilà, qui paraît le 5 juillet 57, donc 10 jours après la sortie de presse du recueil, hein. Donc, son auteur, c'est Gustave Bourdin. Gustave Bourdin, c'est un des gendres du directeur du Figaro, donc c'est quelqu'un d'important dans la rédaction du Figaro, Bourdin. Et dans cet article, il dénonce la prétendue immoralité des Fleurs du Mal. Il écrit: ce livre est un hôpital ouvert à toutes les démences de l'esprit, à toutes les putridités du cœur. Voilà, autrement dit, les Fleurs du Mal, c'est dégoûtant. Bon. Alors, le 7 juillet, le ministère de l'Intérieur saisit le parquet. Il a été visiblement attiré par l'article du Figaro. Donc, il saisit le parquet pour outrage à la morale publique et offense à la morale religieuse. Donc, voilà ce qu'aurait... 10 jours plus tard, le parquet engage des poursuites et saisit les exemplaires des Fleurs du Mal qui étaient en vente dans les librairies de Paris.
Et donc, le procès a lieu très vite, le 20 août 1857. Baudelaire est défendu par un jeune avocat, Gustave Chedestang fils, qui défend assez mal Baudelaire. Il le présente comme un honnête homme, ce n'est pas une expression qui convient bien à Baudelaire, comme un artiste convaincu, qui a peint le vice sous des couleurs exagérées pour en faire ressortir le caractère repoussant. Voilà, en fait, les fleurs du mal seraient un repoussoir. Ça ne Moi, je convainc serais pas. d'accord. Moi, je serais d'accord avec cet argument. Et ouais. Oui, pourquoi pas, effectivement. On peut tout à fait peindre le vice. C'est pas parce qu'on le peint qu'on y adhère. Hein. Ouais, ouais, c'est Mais ça. Ernest Pinard, lui, l'avocat général, il n'est pas Lui, du il tout n'était pas très convaincu. convaincu. Et il répond, mais croit-on que certaines fleurs au parfum vertigineux soient bonnes à respirer? Le poison qu'elles n'apportent n'éloigne pas d'elles. Voilà. Il monte à la tête, il grise les nerfs, il peut tuer aussi. Voilà ce que Mm. répond Pinard. C'est autrement dit, voilà, les fleurs du mal sont un poison pour la morale publique. Ouais. Baudelaire, Et, en fait, il a vécu ses procès comme les fruits d'un malentendu. C'est ça qu'il disait. oui, il est le bouc émissaire d'un certain nombre de l'époque d'abord. Et puis, bon, ben, y a d'autres auteurs avant lui hein, qui ont écrit des œuvres licencieuses. Je pense voilà, à Théophile Gautier dans Mademoiselle de Maupin. D'ailleurs, Gustave Chedestang, je cite un passage de Mademoiselle de Maupin, érotique, etc. Mais Gautier, sous la monarchie de Julienne, n'avait pas été inquiété. Mm. Donc, Baudelaire paye aussi voilà, pour, disons, la moralité que le Second Empire voudrait se donner. Et en même temps, Oui, oui, oui. Oui et la non. question d'offense à la morale religieuse, elle n'est pas retenue. Voyez Ouais, donc, ça c'est vrai. Oui, vous disiez, oui, d'autres ont été accusés. Oui, Théophile Gautier n'avait pas été accusé. C'était une œuvre, entre guillemets, licencieuse. Et Flaubert était accusé après et il a été exculpé, je pense. Et, Baudelaire, mais Flaubert la s'est question, là, excusé ce que avant. je voulais dire, c'est que c'est pas pareil. C'est pas pareil, vraiment. Et Baudelaire, il était vraiment irritant. La violence de sa poésie, elle n'est pas comparable à la violence, à toutes ces perversités qu'il décrivait, la façon, je dirais plus que la perversité, les vices, parce que ça c'était décrit, c'était la violence. C'était la violence qu'il avait là. Et moi, c'est que je pense que dans les procès, ces bourgeois, les Pinard, etc., ils sont très bien compris. Je pense qu'ils ont très bien compris l'effet que Baudelaire voulait provoquer dans son lecteur. Mon idée, c'est qu'ils sont préférés accuser les poètes, accuser Baudelaire, plutôt que c'est accuser eux-mêmes. Moi, je pense que c'est qui illustre vraiment la malaise et que ces recueils a produit sur l'hypocrite lecteur, justement sur l'hypocrite lecteur de son époque, c'est les procès. Et interpris, les procès faits contre Baudelaire par les Second Empire. Tout pour dire que moi, je pense que c'était violent, quand même. C'était très violent, ce qui est écrit là. Et on lit ces poèmes encore aujourd'hui, et c'est d'une violence. Oui, mais effectivement, la poésie de Baudelaire, elle est belle. Voilà. Les vers sont magnifiquement frappés, les images sont éloquentes. On lui reproche, alors, pour certains poèmes érotiques, comme les bijoux, par exemple, d'être trop réaliste, d'être trop éloquent, d'en montrer trop. Voilà. C'est ça, justement, c'est peut-être contre ça que finalement que réagit le Second Empire, c'est-à-dire cette beauté de la forme. Et on parlait tout à l'heure voilà, de la beauté du mal, de la séduction du mal. La poésie de Baudelaire, elle est séduisante. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle nous parle toujours aujourd'hui.
Oui, oui, vous avez dit qu'il a été accusé des réalismes. Si je m'en souviens bien, c'est Champfleury. Champfleury lui avait dit, et vous serez certainement accusé des réalismes. Et Baudelaire, il était indigné, il a poussé un cri de colère, il a dit non, mais c'est pas possible. Et effectivement, Champfleury ne s'est trompé pas. Et Non, il a été accusé des réalistes. Ouais. tout à fait. Il faut dire un petit mot peut-être sur l'inspiration macabre du recueil, hein, parce qu'elle contribue, on a parlé de l'érotisme, il y a aussi l'inspiration macabre qui contribue à cette violence dont vous parliez à l'instant, dans un poème comme Les Métamorphoses du vampire, comme dans Une charogne. On a des images répugnantes, on peut dire ça, de squelettes, de corps en décomposition. Ça, c'est un héritage du romantisme noir, du romantisme allemand. Je pense à la chanson de Lénore de Bürger, qui a été traduite par Nerval en 1829. Donc, c'est pas très neuf, en fait. Hein. Gautier, dans La Comédie de la Mort, il fait la même chose. La Comédie de la Mort, c'est un recueil de poésie de 1838. Mais effectivement, sous le Second Empire, le public réagit différemment. Il a oublié Gautier et s'émeut en quelque sorte du réalisme de Baudelaire, de ces détails qui font un peu sursauter la conscience bourgeoise, si on peut dire. Voilà. Mm. Bon, je vais parler aussi de cette 12e édition des Fleurs du Mal. On va passer à un autre sujet. Et pour compenser la mutilation du volume, Baudelaire va écrire 35 nouvelles pièces et restructurer son recueil de poésie. Et c'est là qu'il va apparaître les poèmes qui composent ces nouvelles et section des Fleurs du Mal qui va s'intituler Les tableaux parisiens. Et là, on est devant un autre Baudelaire. C'est Baudelaire de la poétique urbaine, c'est Baudelaire de la quotidianité, c'est lui aussi de la compassion, de la charité. Un autre Baudelaire apparaît là, et c'est ce même Baudelaire qui va écrire les petits poèmes en prose. Oui, tout à fait. Ben, Baudelaire, après le procès, après le traumatisme du procès, il cherche une nouvelle source d'inspiration. Il va absolument se renouveler. Et c'est dans le spectacle quotidien des rues de Paris, le spectacle des petites choses de la vie ordinaire qu'il va trouver ces nouvelles sources d'inspiration. Voilà. Et donc, on touche là à la modernité de la poésie de Baudelaire, hein, l'idée que c'est le regard qu'on porte sur les choses, sur la ville, sur ses habitants, ce regard qui les magnifie, qui les poétise. Et donc, effectivement, pour remplacer les poèmes condamnés, Baudelaire compose une série de poèmes en vers, donc les tableaux parisiens. Parmi ces poèmes, il y a les 7 vieillards. Baudelaire dépeint un vieillard qui se démultiplie, hallucinatoire. Il y a aussi Les Petites Vieilles, qui est un modèle de cette nouvelle inspiration poétique. Je ne résiste pas au plaisir de vous en lire deux strophes. Dans les plis sinueux des vieilles capitales, où tout, même l'horreur, tourne aux enchantements, je guette, obéissant à mes humeurs fatales, des êtres singuliers, décrépits et charmants. Ces monstres disloqués furent jadis des femmes, Éponine ou Laïs. Monstres brisés, bossus ou tordus, aimons-les. Ce sont encore des âmes, sous des jupons troués ou sous de froids tissus, etc. Aimons-les. Voilà, c'est le mot d'un poète empathique qui aime se mêler à la foule parisienne pour mieux l'observer. Le personnage de la veuve, hein, qui est au centre des Petites Vieilles, on va le retrouver dans un autre grand poème du tableau parisien, c'est le Cygne. C'est aussi l'un des plus beaux poèmes des Fleurs du Mal de 61. Et si on lisait aussi quelques strophes de Cygne, et qu'est-ce que vous en pensez? Ah, bah, oui, il commence par cette phrase sublime, Andromaque, je pense à vous. Voilà, le poème est un hommage au vieux Paris, englouti par les travaux du
du baron Haussmann, hein, qui aboutissent à la création des grands boulevards que nous connaissons aujourd'hui. Ben, on peut lire, hein, voilà, Andromaque, je pense à vous, ce petit fleuve, pauvre et triste miroir, où jadis resplendit l'immense majesté de vos douleurs de veuve. Ce Simoïs menteur qui par vos pleurs grandit a fécondé soudain ma mémoire fertile, comme je traversais le nouveau carrousel. Le vieux Paris n'est plus la forme d'une ville, change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Je ne vois qu'en esprit tout ce camp de baraques, ce tas de chapiteaux ébauchés de fûts, les herbes, les gros blocs verdis par l'eau des flaques, et brillants au carreau, le bric-à-brac confus. Voilà. Là s'étalait jadis une ménagerie, je saute quelques verres, un cygne qui s'était évadé de sa cage et de ses pieds palmés frottant le pavé sec, baignait nerveusement ses ailes dans la poudre et disait, le cœur plein de son beau lac natal, « Oh, quand donc pleuvras-tu, quand tonneras-tu, foudre ?» Voilà. Et Baudelaire dit, il voit dans le signe une figure allégorique de l'exil. Il y a la figure d'Andromaque, la veuve, se confond avec celle du cygne qui se débat dans la fange, et avec l'image de Paris, Paris détruit, Paris reconstruit, Paris abîmé. Tout est dit dans ces poèmes, en fait. Tout, absolument tout, surtout cette idée sur la beauté dans ces signes ridicules et sublimes comme des exiliés et rôdés par un désir sans trêve. Et comme je dis, tout est dit là. Et je pense la poétique baudelairienne, elle est là dans cette image, puisque ces signes représentent ces désirs inaccompli de l'homme de s'élever au-dessus de sa condition. Et c'est là où repose toute la grandeur, toute la misère de l'homme, et tout cet aspect à la fois ridicule et sublime de l'existence humaine. Oui, tout à fait. Il y a une très forte charge symbolique dans ce poème, hein. Le cygne, c'est le symbole de l'élan vers la lumière, vers le soleil. Il retombe, en fait, hein, qui est en quelque sorte assassiné par la fatalité, la trivialité. Et donc, oui, on va retrouver cette idée, cette image, on va la retrouver dans d'autres poèmes, des poèmes en prose, parce que parallèlement à la composition des tableaux parisiens, Baudelaire se lance dans la rédaction de poèmes en prose, hein, qui seront recueillis à sa mort dans le Spleen de Paris. Ouais, et tous ces personnages, ces clopés de la vie qui apparaissent dans les signes vont défiler après dans les poèmes en prose. Il dit à la fin, je pense à la négresse et mes griefs phthisiques, piétinant dans leur but et cherchant l'œil hagard, les cocotiers absentes de la superbe Afrique, derrière la muraille immense du brouillard. Il dit, et là, c'est à quiconque a perdu ce qui ne se retrouve jamais, jamais. À ceux qui s'abreuvent des pleurs et têtent la douleur comme une bonne louve, aux maigres orphelins séchant comme des fleurs. Ainsi, dans la forêt où mon esprit s'exile, un vieux souvenir sonne à plein souffle du cœur. Je pense au matelot oublié dans ces îles, aux captifs, aux vaincus, à bien d'autres encore. Et ce sont là ces décérités qui vont défiler après dans les petits poèmes. Oui, tout à fait. C'est la beauté tragique de la défaite, voilà. La seule possible, en fait. Oui, tout à fait. Voilà, garder la tête haute. On reconnaît le Baudelaire dandy, hein, l'orgueil byronien de Baudelaire quand même dans ce poème, hein, c'est-à-dire voilà, on est défait mais on reste fier, on reste orgueilleux de nous-mêmes. Effectivement, dans les poèmes non, je pense que là, c'est l'ambivalence de Baudelaire. Moi, je pense qu'il n'a pas arrêté de châtier son propre orgueil.
et sans arrêt. Et moi, je pense que c'est de ces châtiments et qui va surgir aussi toute la violence de sa politique. Et parce que, Oui, disons, ça me fait penser, ça me fait penser une chose, parce que, bon, et je pense à cette, je pense que vous vous souvenez bien de ce juge pénitent que Albert Camus a mis en scène dans La Chute, et qui me fait penser plutôt que les vrais lecteurs, hein, de Baudelaire, c'était Camus, et c'était pas Sartre. Et ce juge pénitent, donc si Baudelaire c'est châtie lui-même, si ça accuse lui-même, c'est pour mieux châtier et pour mieux accuser les autres. oui, effectivement, il y a je dirais un plaisir de l'expiation chez Baudelaire. Je crois qu'il y a cet aspect, effectivement, mais on le voit dans le poème Le Rebelle, hein, que vous avez lu au début Et de le châtiment l'entretien, de le dernier, l'orgueil voilà, aussi. tout Et à dans les fait, oui, paradis oui. artificiels, je pense dans les poèmes du Hachis, il ne fait que châtier son propre orgueil. Là. Oui, oui, tout à fait, c'est un motif qui revient en Oh, dans ce permanence. Il y a texte de une sorte l'école de, païenne, si. oui, il y a une sorte d'hyper-conscience de lui-même, hein, chez Baudelaire, qui le pousse toujours à se mettre en scène et se mettre en scène en posture souffrante, hein, en posture expiatrice. Oui, oui, ça c'est un commentaire tout à fait personnel. Et quand j'ai fait ma thèse sur Baudelaire il y a longtemps, moi, je parlais des mises en scène. Et j'étais tout à fait dans ce mouvement, dans cette idée de la sociologie, des mises en scène, des postures, de toute cette idée. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mise en scène. C'est impossible. Ce n'est pas une mise en scène, c'est vraiment la conviction de Baudelaire. Et j'essaie, ça peut paraître naïf, mais sinon, c'est une autre façon de les lire dans le sens, je parle par rapport à moi-même, et une autre façon de les lire, c'est comme si on se donnait vraiment la possibilité de dire que Baudelaire avait peut-être raison. Voilà, c'est ça. Non, Donc, mais vous avez raison de parler de la sincérité du lyrisme de Baudelaire. Elle est là aussi. Je pense que c'est une dimension dont il faut parler. oui. Bon, et on va parler un peu, il nous reste très peu de temps, et on avait dit qu'on voulait parler de l'Esprit de Paris, que vous avez coédité chez Flammarion. Oui, Et si on a le temps, on peut lire quelques poèmes et ah, mais discuter de oui, Paris. je voulais vous lire peut-être un extrait des Fenêtres, voilà, qui est un bel exemple de Très, très bien. Oui. cette poétique du regard qui extrait la beauté des réalités urbaines, des réalités banales, hein. Je l'abrège un petit peu, mais voilà. Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. Par-delà des vagues de toit, j'aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j'ai refait l'histoire de cette femme, ou plutôt sa légende. Et quelquefois, je me la raconte à moi-même en pleurant. Donc la femme mûre, hein, que Baudelaire aperçoit dans cette lucarne typiquement parisienne, dans ce décor de toit en zinc, devient un personnage mythologique. Voilà, c'est un modèle de cette alchimie poétique, de cette mythification de la réalité urbaine. Donc. Alors la dernière phrase que j'ai lue, là, elle peut sembler surprenante. Je me la raconte à moi-même en pleurant, mais Baudelaire, dans sa critique littéraire, se montre parfois féroce, avec le lyrisme sentimental, justement. Et là, c'est un autre contexte, justement. On est dans ce contexte de compassion, d'empathie dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Ouais, Juste... et il me semble aussi que là, dans ces poèmes, c'est comme s'il voulait prouver que son imagination est le plus féconde que la réalité, puisque ces femmes qu'il dit apercevoir et
à travers la fenêtre, ces femmes, ils ne sortent jamais. En fait, et je dirais que même là, c'est la mise en pratique ou la théorisation de ce qu'il avait fait avant dans les foules, dans le sens où il s'avait prescrit à lui-même un précepte éthique. Moi, je pense que c'était la rupture des contacts physiques et objectifs avec autrui. Et cette femme, il reconstruit sa légende, pas son histoire, il reconstruit sa légende, et comme il dit, à partir de presque rien, son geste, son manteau, d'une femme qui n'a pas vu, voilà pourquoi c'est la légende, en fait. Ah, Et c'est l'imagination qui triomphe. Hein. Aucun contact avec ces femmes. Bon, si, il y a un contact, parce que ces femmes, probablement, n'existaient pas. Elle l'a vu à plusieurs fois dans Paris, à Paris, dans sa flânerie, mais cette femme, elle va apparaître aussi après, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans Les Veuves. Elle était apparue avant aussi dans Les Petites Vieilles, et elle va apparaître à plusieurs fois. Et cette légende qui se raconte à lui-même en pleurant, et il va la reconstruire. Et il la reconstruit encore et encore et encore tout au long du spleen de Paris, et jusqu'au point qu'il s'est posé la question, il se disait, et que son esprit était un miroir ensorcelé, parce que tout ce qu'il voyait, absolument tout ce qu'il voyait, était traversé par l'idée de la douleur et la souffrance. Et comme c'est un... Et j'ai profité, puisque vous savez parler de cette légende, vous savez parler de cette légende des femmes et des femmes et solitaires, ruinées, contristées, qui voient à travers de son esprit. Je vais profiter aussi pour lire un petit extrait des Veuves, ces poèmes dont on a parlé à plusieurs reprises. Baudelaire entrevoit une femme affligée et qui s'appuie à la barrière extérieure d'un concert public, et justement, comme il disait, et dans les fenêtres, avec son visage, avec son manteau, avec son geste, avec presque rien, il a reconstruit ces légendes de l'amour trompé, des efforts non récompensés, de l'enfant et du foie humblement, silencieusement supporté. J'ai lu. Il dit, un œil expérimenté ne se trompe jamais dans ses traits rigides ou abattus, dans ses cieux caves et ternes, ou brillants des derniers éclairs de la lutte, dans ses rides profondes et nombreuses, dans ses démarches si lentes et si saccadées. Il déchiffre tout de suite les innombrables légendes de l'amour trompé, du dévouement méconnu, des efforts non récompensés, de la faim et du froid humblement, silencieusement supporté. Ouais. C'est cette même veuve. Oui, oui, bah, c'est une légende que Baudelaire l'a reconnue aussi dans un pauvre vieillard qu'il a aperçu dans une foire populaire, le vieux saltimbanque. Hein. C'est toujours le même processus, effectivement, de reconstruction d'une légende à partir d'un tout petit détail, à partir d'une expression, d'un objet. Dans Les Petites Vieilles, il parle du petit sac brodé de rébus. Et voilà. Est-ce qu'on peut lire Ouais, quelques extraits du vieux saltimbanque. un extrait du vieux saltimbanque, peut-être Ouais. Et vous voulez lire Oui, lesquels? je veux bien. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, Et là, quand il l'aperçoit au but, au bout, l'extrait vous peut déranger. Là, Alex. je l'ai ici. Oui, celui-là, oui, oui. Vous Je voulez vis lire? un pauvre. Oui, je vous Ah, en ouais, prie. allez-y, allez-y. Et moi, je prends la partie des partout la joie, les gants, voilà. J'adore cette partie. D'accord. Alors, au bout, à l'extrême bout de la rangée de baraques, comme si honteux, il s'était exilé lui-même de toutes ses splendeurs, je vis un pauvre saltimbanque, voûté, caduc, décrépit, une ruine d'homme adossée contre un des poteaux de sa cahute, une cahute plus misérable que celle du sauvage le plus abruti, et dont deux bouts de chandelle, coulants et fumants, éclairaient trop bien encore la détresse.
partout la joie, les gants, la débauche, partout la certitude du pain pour les lendemains, partout l'explosion frénétique de la vitalité. Ici, la misère absolue, la misère affublée pour comble d'horreur, d'ailleurs comique, où la nécessité, bien plus que l'art, avait introduit les contrastes. Ils ne riaient pas, les misérables, ils ne pleuraient pas, ils ne dansaient pas, ils ne gesticulaient pas, ils ne criaient pas, ils ne chantaient aucune chanson, ni gaie ni lamentable, ils n'imploraient pas. Il était muet et immobile. Il avait renoncé, il avait abdiqué, sa destinée était faite. Mais quel regard profond, inoubliable, il promenait sur la foule et les lumières, dont les flots mouvants s'arrêtaient à quelques pas de sa répulsive misère. C'est beau, hein? C'est magnifique. J'espère que notre public est sensible au rythme, à la musicalité de Baudelaire. Voilà, ce balancement de la phrase. C'est beau. Et ouais, on a des extraits et d'autres extraits, mais on a très peu de temps. Et je pense que en ce qui concerne la lecture des quelques extraits du Spleen de Paris, de ces poètes empathiques qu'on voulait montrer aussi aujourd'hui, parce qu'on n'a pas parlé d'Assommon des pauvres, de Baudelaire, de la violence, mais pourront peut-être parler de la fin de la vie de Baudelaire, hein, là, quand il est parti en Belgique. Oui, tout à fait. Donc, Baudelaire quitte Paris pour Bruxelles en avril 64. Voilà. Il cherche à fuir ses créanciers. Il cherche aussi de nouveaux contacts dans le milieu de l'édition en Belgique. Hein. Il préfère éditer ses œuvres complètes par Lacroix et Verboeckhoven, qui est l'éditeur de Victor Hugo. Il donne quelques conférences en Belgique hein, quand il arrive, sur des conférences sur Théophile Gautier, sur Delacroix, sur le hashish et l'opium. Il visite aussi la Belgique. Il visite Anvers et Malines, peut-être Bruges. Et il s'intéresse à ce moment-là à l'art baroque. On aura toujours le regret de ne pas avoir un grand texte de Baudelaire sur l'art baroque. On a des notes qui nous restent dans Pauvre Belgique, qui était le projet d'un livre vengeur sur la Belgique, parce que par ailleurs, il ne s'y plaisait pas. Un pamphlet féroce, ouais. Est-ce Oui, que un pamphlet les mots féroce. sabotage existent en français? Oui, D'accord, parce que là, ça me vient à l'esprit, en fait. J'aime beaucoup cette thèse ah, c'est qui a écrit les dernières Baudelaire? Charles Moron. Le dernier Baudelaire, Charles Ouais, Moron, Charles c'est un Moron. livre Et j'adore ces thèses à la fin de son livre, quand il dit que tout cet interprise de Baudelaire, des conférences, et qu'il voulait publier ses œuvres complètes, etc. Il dit que Baudelaire a fait un sabotage de lui-même en Belgique. Et moi, je pense qu'il a raison. C'est bien possible. En tout cas, consciemment, je ne sais pas, mais inconsciemment, il y a sans doute quelque Ouais. chose de cet ordre. Voilà. Il ne faut pas oublier quand même que Baudelaire est malade à ce moment-là. La syphilis gagne du terrain, il est torturé par toutes sortes de douleurs, il prend de l'opium, enfin, voilà, du laudanum plus exactement, il prend toutes sortes de remèdes, mais qui ne servent pas à grand-chose. Et donc, il y a aussi, dans sa réaction contre la Belgique, il y a aussi cette douleur qui est le travail. Hein. Il faut prendre en compte cet aspect-là. C'est l'aigreur qui naît de la douleur, de la lutte quotidienne contre le physique qui est en train de lâcher, hein, si je peux dire. Et Et il donc, va, les filles de Saint-Loup, à Namur, et c'est là qu'il va tomber pour oui, élever. il est invité par Félicien Rops, hein, qui a fait le frontispice plus tard des épaves. Donc en mars 66, il visite Namur avec Rops et là il fait une chute sur les dalles de l'église Saint-Loup, qui était une magnifique église
roses, noirs, avec des marbres roses et noirs, voilà, un décor de théâtre. Hein. Et donc, Baudelaire est rapatrié à Bruxelles assez vite, mais les troubles cérébraux se déclarent très, très rapidement. Son état se dégrade, on le ramène à Paris en juillet 66, c'est sa mère qui va le chercher. Son ami Charles Asselineau va le chercher à la gare, et puis à la gare du Nord, et puis Baudelaire est interné à la clinique du docteur Duval. C'est là Et qu'il il n'en va. sort. Voilà, et c'est là qu'il va. Sa déchéance se poursuit. Hein, il est aphasique, il est paralysé et il meurt en septembre 67. Il y a une dizaine de personnes à son enterrement, pas davantage. Ouais, une dizaine de personnes. Ouais, on dit peut-être qu'il y a un tableau, un très beau tableau des Manet. On ne les connaît pas trop. Un petit tableau de Manet d'un funérail. Et on pense que c'est peut-être les funérailles de Baudelaire. Il est assez triste, assez sombre, c'était gris et il pleuvait, il y avait très peu de gens et j'oubliais les noms du tableau, mais c'est beau ce tableau. Oui, ça a pu inspirer, en tout cas, voilà, Baudelaire meurt à la fin de l'été, on ne sait pas exactement si il y avait un ciel gris, pluvieux à ce moment-là, hein, mais c'est tout à fait plausible à Paris. Ouais. Oui, Aurélia Servoni, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de parler avec vous, je pense. Oui. C'est moi qui vous remercie. Et aussi, je voulais remercier la FIBO de cette invitation, de cet espace pour parler des Baudelaire. Et je voulais citer aussi pour les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui la belle traduction des Andrés Hoyos, des Fleurs du Mal. Il n'a pas traduit tous les recueils et il a traduit quelques poèmes, mais c'est une traduction emblématique et que je trouve très belle. Donc, pour ces personnes qui nous accompagnent, qui veulent et lire Les Fleurs du Mal, et pourraient chercher cette traduction. Et il y a une traduction du Spleen de Paris aussi. J'ai oublié qui a fait la traduction. C'était une Mexicaine, a été publiée dans les fonds de culture économique. C'est la traduction que je pourrais vous recommander. Et bon, mais la mienne. Et c'est la meilleure. Et voilà. Donc, et je pense que on va laisser là. Et j'ai beaucoup, j'étais ravi de parler avec vous. Moi aussi. Et merci beaucoup. Et